Bonjour l'élite, nous sommes le mercredi 30 mars 2022, un nouveau soleil se lève sur notre beau pays et aujourd'hui nous allons parler du conflit russo-ukrainien mais plutôt de l'aspect économique de la chose puisque vous savez que dans les derniers jours nous avons pu observer pas mal de choses qui se sont passées entre la Russie qui nationalise McDonald's, les contrats qui vont être passés en roubles, le fait qu'il y a eu des achats d'or derrière donc ils sont assez résilients. Il y a eu quoi d'autre? Il y a eu quoi d'autre? Le fait que plusieurs investisseurs étrangers aussi se sont retirés des principales compagnies pétrolières ou gazières russes au moment où la Russie a mimé une destruction de l'économie et du coup la Russie a racheté au rabais ses propres parts et a racheté son indépendance finalement. Donc c'est des coups de poker incroyables auxquels on assiste là depuis 2-3 jours entre un effondrement simulé ou qui a été réel mais pendant quelques jours et qui derrière il a permis de refaire main basse sur son propre pays à son pays. C'est assez incroyable. Alors je me suis pas rentré dans les détails du détail de la chose, mais on va parcourir avec vous quelques articles, quelques fils Twitter qui sont assez explicatifs, quelques topics du forum. Je vous parlerai aussi de quelques sources que j'ai eues sur voilà, ma compréhension globale du conflit, tout ça. Pas forcément des souffles, comment ça s'appelle, des articles ou autres, mais plutôt des vidéos fleuves où il y avait des experts ou pas qui parlaient de la crise. Et puis comme ça, on va pouvoir un peu faire une rétrospective de ce qui s'est passé. Je vais pouvoir vous conseiller quelques vidéos que moi j'ai vues sur le topic. Faut savoir que je me sentais pas du tout à l'aise de parler depuis le début, mais ne serait-ce qu'à ma femme, hein, du conflit ukraino-russien. Pour moi, c'était, on savait que bon, la Russie était l'agresseur, mais que derrière, ils voulaient pas qu'il y ait l'OTAN à leur porte, ce qui est assez compréhensible, mais du coup, bon, pourquoi t'agresses? Et alors du coup, c'était super difficile pour moi de me positionner, de dire qu'est-ce qui relevait pas de la propagande ou pas, etc. C'était compliqué. C'est sûr que derrière il y avait comment dire, on avançait des pions de part et d'autre pour un contrôle énergétique ou autre. Et maintenant comment dire, le voile se dissipe beaucoup plus et on peut voir un peu ce qui s'est joué et pourquoi il y a eu toutes ces tensions. Effectivement, le prétexte Ukraine, berceau de la civilisation russe, etc. Donc en enlevant un peu de passion du débat, y a plusieurs experts ou autres qui ont pu apporter un point de vue différent que ce qu'on peut voir dans les médias ou autres. Sur les causes, les raisons de ce conflit et finalement qui en ressort vainqueur ou autre. C'est ce que je vous propose dans cette vidéo qui va durer un peu moins d'une heure. Et normalement, si vous êtes comme moi, que vous n'êtes pas allé dans les détails des détails de toute cette affaire, normalement vous allez apprendre quelque chose. Et il y a une vidéo assez surprenante, c'est celle de Greg MMA avec Delavier qui aussi aborde des points pas forcément. Alors que c'est drôle quoi, c'est un mec qui fait le MMA et un gars qui dessine des bouquins de musculation au départ, après il fait d'autres choses et qui au final t'apprennent des choses sur le dessous des cartes, grosso modo. Voilà. D'ailleurs, je sais pas si le dessous des cartes a parlé de ça. Donc voilà, c'est parti. Y a pas mal de sujets qui s'ouvrent, hein, comme hier avec la gifle de Will Smith. Mais là, on change un peu, n'est-ce pas, de niveau d'information. Mais pareil, ça ouvre plein de sujets, plein de trucs incroyables. Et j'espère qu'on va avoir le temps de tout traiter en 50 minutes. C'est assez fou ce qui se passe. Allez, je vous envoie le générique et on se retrouve dans 30 secondes. Ou moins si vous regardez en 1,5 ou x2. C'est parti. Un forum normaux avec des gens normaux. Ah, alors effectivement, si on se penche sur le forum, on arrive, on voit des trucs du genre vive l'Occident, c'est les gentils, méchants russes, bon c'est un troll. La Russie a définitivement perdu la guerre, mais en fait la guerre, pour moi, je vous dis, hein, je suis pas un fin analyste ou autre, hein, et je suis conscient de la limite de mes capacités d'analyse, d'interprétation, etc. Mais pour moi, l'impression que ça me fait, c'est que la guerre, c'est vraiment, tu sais, attends, c'est quoi, c'est l'idiot, attends, c'est quoi, le sage montre la lune et l'idiot regarde le doigt ou un truc comme ça. La guerre, c'est vraiment genre le truc qu'on veut te mettre sous les yeux, tu vois, c'est ce qui sert à cacher derrière d'autres choses. Et ces autres choses, finalement, on a un peu conscience de ce que c'est. Et je vais commencer par vous lire ce fil Twitter qui est assez incroyable.
de Le Balou qui reprend après je sais plus qui, hein, il cite ses sources, qui nous montre un peu la lune pour le coup, et pas effectivement bon les Ukrainiens qui se réfugient dans les métros, etc. Ça oui, c'est incroyable, oui, ça c'est normal d'être informé là-dessus, mais bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc le forum parle un peu de la guerre, etc. Mais c'est vrai que la guerre en plus c'est des grosses dépenses, des drones qui ont détruit des chars, des gens qui sont morts, etc. Donc un coût humain et matériel assez incroyable. Donc enfin c'est un truc quand même, c'est une grosse pièce de l'équation. Mais si on se concentre sur le truc économique, dont on parle peu finalement, c'est aussi assez fou. Le Balou nous dit, donc Phil, Poutine, sûrement conseillé par de solides et très habiles experts et spécialistes financiers, a permis aux plus importantes sociétés russes de rafler la mise. Plus de 20 milliards de dollars de bénéfices en 48 heures. Ou de gains, ou de je sais pas quoi, pas forcément des bénéfices, mais voilà. Effectivement, il y en a beaucoup qui disent Poutine, c'est pas un mec qui est là, qui explose. Enfin, si, il est un peu gonflé, etc. Mais c'est pas un gars qui explose et qui veut faire péter des nucléaires partout. Non, c'est un gars qui a en tête les intérêts de la Russie et de son peuple et qui est un habile joueur d'échecs et a prévu de placer ses coups. Et il use de coups de pression, etc. Mais il est pas en mode. Parce qu'il y en a certains qui font des analyses psychiatriques, disent ah, il veut tout faire péter, etc. Ben là, finalement, non. Comme disait Kuzmanovic, comme disaient plein de personnes depuis le début, il est là, il est raisonné et il a un plan. Après, peut-être qu'il a voulu un peu accélérer le truc parce que il a dit bon allez, on envoie le plan. Mais tu sais, enfin genre je veux dire, il y allait avec des méthodes plus graves, hein, effectivement, envahir un pays, tuer des gens, etc. Voilà, au lieu de jouer ça en diplomate, en accord avec des mecs, supprimer le patron de Total ou autre, ça j'en sais rien, hein, je dis ça, je sais pas du tout ce que ça avait impliqué à l'époque, le patron de Total qui meurt en Russie avec un avion, etc. Je sais pas si ça leur a servi ou autre, mais bref, ou si c'était une vengeance ou si c'était juste un accident, comme ça peut être le cas. En tout cas, avec l'envahissement du pays, on va voir un peu comment ça s'est traduit. Les patrons de Rosneft et Gazprom ont habilement manipulé et utilisé la prétention des Occidentaux qui détenaient d'importantes quantités d'actions de ces deux leaders mondiaux du pétrole et du gaz en se plaignant et en faisant croire que leur société et résultats étaient au plus mal suite aux sanctions. Effectivement, tu as d'un côté Bruno Le Maire, Bruno le Cuck, Bruno le Cuck, putain mais quel débile, enfin bref. Comment Houellebecq a pu l'encenser dans son livre. Moi j'aime bien Houellebecq, j'aime bien anéantir, mais il est pote. On a fait une vidéo avec Maudin Malin pour parler ça, c'est Maudin Malin qui m'a appris ça. Houellebecq est pote avec Bruno Le Maire et donc du coup le présente. En fait c'est un personnage dérivé de Bruno Le Maire dans... jugé compétent, etc. Jugé même avec un bon fond, tu vois, dans son livre Anéantir, mais tu te rends compte que c'est vraiment une sous-merde. Alors après, est-ce que... Enfin, je veux dire, il a dit, on va provoquer les... Déjà, quel con de dire ça. On va provoquer l'effondrement de l'économie russe, mais putain, mais quel débile de dire ça au pays. Et puis en plus, mais bravo, c'est nous qui nous prenons tout le truc dans toute la merde. Ça coûte plus cher bref, l'énergie, tout ça. Petite pénurie de blé, enfin, on sait pas trop, mais il y a ces trucs-là. Pendant ce temps, la Russie, par contre, nationalise des entreprises, vire les étrangers de ces trucs. Pendant ce temps, nous, vas-y, McKinsey, vas-y, ouais. Encore un contrat, s'il te plaît. On a besoin de changer les panneaux des chiottes. Tiens, on va faire une petite commande à McKinsey, tu vois. Mais bref, donc la Russie va vers la souveraineté pendant que nous, on met des gorges profondes incroyables aux Australiens, aux Américains, aux Allemands qui achètent pas nos putains d'avions. Bref, là, on se retrouve... bref, allez, continuons. Donc les dirigeants ont vu que Bruno Le Maire avait dit qu'il allait faire effondrer l'économie russe. Ils ont dit tiens, on va s'engouffrer dans la brèche. Non, je rigole, c'était même si Bruno Le Maire avait rien dit, il n'y aurait pas eu. Mais bon, il y a eu peut-être des gens qui se sont mis à croire Bruno Le Maire, à croire d'autres gens qui ont dit oui, tiens, on va faire effondrer l'économie russe avec le blocus, etc. Et donc ils se sont dit merde, l'économie russe est vraiment en train de s'effondrer, vite, faut vendre. Et en plus les dirigeants des compagnies pétrolières font grise mine, etc. Bon après je dis ça, mais c'est facile d'être dupé quand t'as littéralement le monde contre toi, contre la Russie et que les patrons sont là. Tu dis bah oui, faut vendre, vite, je suis un capitaliste, j'ai besoin de plus d'argent, débarrassons-nous de ces actions. Et donc, oui, parce qu'ils ont dit qu'ils étaient inquiets pour le futur de leur société et de la Russie. Les détenteurs d'actions ont tout revendu au plus bas prix pendant que derrière, les initiés rachetaient tout pour une bouchée de pain.
Plus de 600% de plus-value en 48 heures. Les médias occidentaux n'en parlent pas. Et oui, c'est vrai, faut pas parler de quand on se fait baiser, enfin quand on se fait baiser, quand on se baise tout seul, parce que, ah ouais. Là-dessus, enfin non, il y a quand même quelqu'un aux manettes derrière, mais c'est aussi nous qui fonçons comme des, comme, bref, là-dessus, Poutine exige que dorénavant, les achats de toutes les matières premières se feront en roubles. Ça, on en a entendu parler. C'est pas bien, Poutine. Il va être payé avec sa monnaie. Mais attends, mais c'est non, hein, c'est pas très légal, dis-donc. Ouais, oui, c'est pas légal. Bref. Là-dessus, Poutine exige que dorénavant, les achats de toutes les matières premières se feront en roubles, qui est monté en flèche et va sûrement devenir une monnaie de référence. Enfin, international qui en plus sera garanti par l'or. Et oui, comme l'a dit Kuzmanovic, et peu de gens l'ont dit, dans ses vidéos avec Greg Tabibian, dont on aura l'occasion de parler plus tard, Russie-Ukraine, les raisons du conflit, il dit oui, ça fait des années que la Russie et la Chine rachètent des stocks d'or, etc. Vendent leurs stocks de dollars. Et il dit, mais n'importe qui sait qu'il y a quelque chose qui se prépare et faut pas y aller avec la passion. Enfin, faut bien comprendre, il faut qu'on en ait conscience de ça. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Enfin, je sais pas, moi je regarde pas le JT ou autre, mais je pense pas que le sujet du fait qu'il se dirigeait vers une souveraineté, parce que oui, acheter des stocks d'or, ça fait que bah, t'as un truc qui a de la valeur et que tu peux échanger. Donc, enfin, vous voyez quoi, et économiquement, même si ta monnaie se dévalorise, etc., l'or en général reste. On dit que l'or, si l'économie va bien, l'or prend du poids parce que tu peux l'utiliser comme bijou, etc. Donc, c'est un bien luxueux et donc tu peux utiliser. Ici, tout se casse la gueule. L'or reste la monnaie de référence depuis des milliers d'années et donc prend encore de la valeur. Donc, alors, bien sûr, parfois ça se dévalorise. Hein, l'or, quand même, hein, c'est un marché comme un autre, mais il est plus solide, plus résilient que les autres. Et donc, le fait qu'ils aient fait des stocks d'or permet après d'assurer le rouf. Enfin, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais derrière, on voit qu'ils sont solides, quoi. La bourse de Moscou en forte hausse. La bourse, qui avait été fermée par le gouvernement le 25 février, date de l'opération militaire spéciale en Ukraine et a rouvert le 24 mars 2022. Les Occidentaux ayant multiplié les attaques économiques et financières contre la Russie, on s'attendait à un effondrement. Putain, je savais pas qu'ils avaient fermé la bourse. Ou alors ça, tu dis, ouais, ils ferment leur bourse, effondrement, etc. C'est peut-être un des signaux qu'ils ont voulu. Tout était préparé pour nous baiser. On est dans Shingeki no Kyojin, là, on est dans l'attaque des titans, et encore, je suis même pas sûr. On est dans Death Note, parce que c'est dans Death Note qu'il y a ce niveau de manipulation. Attendez, est-ce que j'ai pas plutôt une référence française plutôt que l'impérialisme nippon, là? On est dans le prince de Machiavel. Voilà, excusez-moi, putain. On est dans le prince de Machiavel. Littéralement. L'indice RTS, qui intéresse les spéculateurs, a chuté de 4,26%, mais l'indice IMOEX, le seul qui reflète l'économie russe, a augmenté de 4,43%. On va prendre une petite seconde, les amis, pour voir ce que c'est l'indice RTS et l'indice IMOEX. RTS, radio-télévision russe, non, indice. Est-ce qu'on parle d'ETF là? Parce que indice en général c'est ça. Indice RTS est un indice boursier basé sur 50 entreprises russes. Oui, donc pour vous faire un petit récapitulatif, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les ETF, normalement tout le monde sait ce que c'est, non je déconne, mais faut savoir, en gros, quand tu achètes des actions, soit tu achètes une entreprise, enfin des actions d'une entreprise, et du coup tu mets un peu un œuf dans un panier, n'est-ce pas? Puisque tu dis, voilà, j'achète Microsoft, Apple, etc. Sauf qu'une entreprise peut faire de la merde, voilà, tu découvres que les pots d'échappement de Volkswagen sont, enfin, vous souvenez du truc, là, voilà. Donc, c'est assez faux. Et donc, l'entreprise se casse la gueule. Tu dis, merde, l'entreprise a l'air solide, etc. Et tout d'un coup, tu perds ta capitalisation, voilà, c'est dommage. Sauf qu'après, tu as des indices qui disent, bon, ok, sur un secteur donné, sur un truc géographique donné, cet indice réplique, en fait, les performances de tous les acteurs. Donc au lieu d'acheter une action Volkswagen, t'achètes une action, enfin c'est pas vraiment une action, je crois que c'est un truc qui reflète l'action, donc t'achètes pas vraiment des actions. Après c'est possible que ce soit des micro-actions, du coup plein de micro-actions diverses, mais je crois que de ce que j'ai compris c'est plutôt un indice qui reflète, tu vois. Donc tu dis j'achète un bout de Volkswagen, Mercedes, tout ça, tu sais, plein de voitures allemandes ou européennes ou
traité atlantique, là, je sais pas quoi, je sais pas quel est l'indice dans lequel ou s'il y a une société peut être dans plusieurs indices, j'en sais rien. Mais bref, j'achète un bout de tous ces trucs-là, et donc il y a moins de chances que ça se casse la gueule, et mécaniquement, structurellement, j'ai envie de dire, hein, je crois que c'est le terme, l'indice monte petit à petit, parce que c'est normal, toutes les entreprises dégagent plus de bénéfices, etc. À part si tu vas si tu achètes un ETF. Après, je pense que c'est pas des petits secteurs, hein, c'est plutôt des gros secteurs, ou alors il doit y avoir des petits secteurs ou autres. Si tu achètes un ETF, je sais pas moi, l'ETF des loueurs de jeux vidéo, tu vois, mais là tu te fais baiser. Mais je suis même pas sûr, parce qu'en général, ça va être les ETF sur les entreprises technologiques ou autres, tu vois, ça va pas être sur un secteur précis, de ce que je sais, hein, j'y connais pas trop. Bref. Et donc, c'est des conseils en investissement de base. Moi, j'ai des potes qui ont fait des études en finance, qui travaillent en finance, qui ont des trucs, plusieurs, enfin très... des espèces de diplômes américains, ça s'appelle des CFA, tu dois les passer, après tu peux le mettre sur ton CV, tu peux travailler à Singapour, en Suisse, pour un bon salaire, voilà. Et eux disent, non, mais te fais pas chier à suivre les trucs, etc. Tu prends des ETF, ils disent, les ETF, c'est ce qu'il y a de plus sûr, au lieu d'acheter, comment dire, au lieu de chercher une aiguille dans le botte de foin, t'achètes une part de la botte de foin et du coup, si tu trouves l'aiguille, ben, t'auras un petit morceau, tu vois. Et donc, après, il y a plusieurs ETF. Est-ce que tu prends les États d'Asie du Sud-Est émergents qui ont une croissance rapide? Est-ce que tu prends les trucs de la Chine, etc. Tu vois, ça c'est d'autres niveaux, mais bon, rien ne t'empêche après de prendre plusieurs ETF, de prendre des ETF qui investissent dans des ressources renouvelables ou je sais pas, d'autres trucs, tu vois. C'est après un peu comme tu veux, mais en gros, en général, tu peux investir dans un ETF, et c'est ce que fait, comment il s'appelle, Victor Ferry. Vous savez que Victor Ferry fait le drama productif, c'est-à-dire qu'il traite des dramas avec Danny Caligula, avec des mecs qui critiquent, etc. D'ailleurs, j'aimerais bien m'insérer dans cette fenêtre, il s'ouvre, n'est-ce pas? Donc je vais peaufiner quelque chose, hein. Ça peut être rigolo, on peut échanger, etc. Voilà, vous êtes prévenus. Et donc, oui, lui, il montre publiquement qu'avec les gains qu'il fait sur sa chaîne, il investit dans des ETF notamment, et puis après il gagne des actions, et il peut acheter des actions. Donc il fait les deux, lui, des actions normales et des ETF, et donc il montre un peu ça. Donc si vous voulez suivre la playlist, la liste de lecture de Victor Ferry sur donc c'est dans Atelier de rhétorique, le truc du drama productif. Déjà c'est intéressant parce que comment ça s'appelle, il répond à des arguments, etc. Avec Danny Caligula, avec Calivision à l'époque, avec Noé Jacomet, etc. Un petit vidéaste qui parle de choses et d'autres. Et donc c'est assez intéressant déjà l'échange qu'il y a entre différents vidéastes qui ont des points de vue différents sur sa manière de parler, sur l'économie, etc. Donc déjà c'est chouette. Mais en plus il fait à chaque fois systématiquement comment ça s'appelle, une présentation de ses investissements. Il explique un peu, etc. Et alors moi, ma femme aimerait beaucoup qu'on mette, qu'on investisse, hein, dans des ETF, dans des trucs comme ça. Elle voit un peu passer des choses, ça la chauffe. Et moi, vraiment, c'est un truc qui me casse les couilles. Ça ne m'intéresse pas. Et voilà. Et ce que je lui dis, très bien, tu prends. Moi, ça me dérange pas. Tu peux prendre une part de l'argent que tu veux, etc. Tu peux investir ce que tu veux. Moi, je sais qu'il faut mettre plutôt dans les ETF, que c'est le truc le moins dangereux, mais qui est plutôt safe, apparemment, excuse-moi, safe, sécurisé. Je sais qu'il y a des gens à l'époque de Donald Trump, là où on disait, ouais, Donald Trump, milliardaire, etc., successful, qui a du succès. On a dit, oui, ben, s'il avait mis tout son argent de départ, genre 200 millions hérité de son père qui avait fait des puits de pétrole ou je sais pas quoi, ou 200 millions en plus sur un ETF qui reproduit juste toutes les États-Unis, toutes les performances des États-Unis, je crois, et ben il serait plus riche aujourd'hui que s'il avait créé tout, tu vois, genre sans rien faire, juste en misant sur le truc, il aurait été plus riche aujourd'hui que avec toutes ces entreprises, parce qu'il y en a pas mal qui ont été en faillite, il y en a d'autres qui ont réussi, etc. Donc il a beau être, bon après il a réussi à être président des États-Unis, bon voilà, mais économiquement, il y avait ce truc-là qui montrait fortune de Donald Trump là, ça, courbe de l'ETF, et en multipliant, tu vois, après en 2016, hein, peut-être qu'en 2020 maintenant il a pu passer quelques contrats avec des Chinois ou je sais pas quoi, il s'en sort peut-être un peu mieux qu'avant, mais donc c'est assez fou. Donc les ETF, voilà, c'est le truc pour le truc de base des investisseurs, et il n'y a pas besoin de se casser les couilles, hein. Moi, avec mes potes de finance, finance de marché ou autre, on a discuté, à un moment, il y a
il y a eu des compétitions entre genre un singe, tu lui dis quelle action choisir, etc. Le singe il fait de la merde, voilà, et des analystes financiers, enfin des mecs qui sont experts, et je crois que c'était genre 96%. Donc, genre, au bout d'un mois, le singe avait des meilleurs résultats en faisant de la merde, en faisant rien, quoi, que 96% des traders. Et en tout cas, c'est. Enfin bref, vous voyez, alors que les mecs sont des professionnels qui te facturent cher, etc. Donc à un moment, faut arrêter de se focaliser là-dessus, et moi, c'est pour ça que ça m'intéresse pas. Je sais que tu peux y passer ta journée, essayer d'anticiper, etc. Tu seras jamais aussi intelligent que Poutine. Là, on a bien vu que les mecs, enfin, peut-être si, mais en tout cas, les circonstances joueront contre toi et tu pourras pas toujours être au top. On a vu que là, les mecs, les professionnels qui gèrent des milliards se sont fait baiser par un coup de poker comme ça, et ça peut arriver tous les jours, ce genre de truc. T'as beau être hyper informé, hyper suivre, etc. C'est compliqué. Donc voilà, les ETF. Et donc lui, il dit. L'indice RTS, finalement, regardez, c'est un indice de. Comment ça s'appelle un ETF, finalement, est un indice boursier. En fait, l'ETF, c'est l'action, je pense, qui reflète l'indice. Mais l'indice en lui-même, c'est pas achetable. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire ou pas? En gros, t'achètes une image alors que l'indice, c'est l'objet en lui-même. Était un indice boursier basé sur 50 entreprises russes cotées à la bourse des valeurs RTS de Moscou. Voilà. Et donc il dit, l'indice RTS qui intéresse les spéculateurs a chuté de 4,26%, mais l'indice IMOEX, et là on va voir, indice IMOEX, excusez-moi, donc là c'est 50 entreprises russes, atteint son putain, Russia IMOS, calcul IMOS, graphique, qu'est-ce que l'indice, qu'est-ce que l'indice IMOEX? L'indice MISEX ou simplement MISEX est un indice boursier de la bourse de Moscou qui se compose des principales capitalisations boursières du pays. D'accord, donc principale capitalisation boursière. Bon, après, ça veut dire plusieurs choses, mais ok. Donc, dans un cas, c'est 50 et l'autre. Bon, en tout cas, il y a deux indices qu'on peut acheter sous forme de TS, j'imagine. Ah, peut-être qu'on peut pas les acheter vu que c'est des trucs russes, mais voilà. Lui a augmenté de 4,43%. Les conséquences des sanctions sont très différentes selon les secteurs. Dans la pratique, elles atteignent des activités tertiaires tournées vers l'étranger, par exemple les banques internationales, mais pas du tout la production nationale, notamment l'énergie, au contraire. Et oui, et c'est ce que dit Kuzmanovic sur, oui, on compare la Russie, on dit, ah, c'est cuck, ils ont une grosse armée, mais ils ont le PIB de l'Espagne. Il dit, oui, mais l'Espagne, c'est quoi? Majoritairement du tourisme ou ce genre de truc, des exportations, etc. C'est pas du tout une économie résiliente, oui, voilà, une économie du tertiaire qui souffre en cas de guerre ou en cas de crise. Voilà, si t'as moins de pétrole, si t'as, voilà, les gens peuvent plus visiter ton pays. Alors que la Russie, c'est du solide, de la bouffe, de la vodka, bon, et de l'énergie. Donc l'énergie, t'en as toujours besoin, c'est un truc stratégique. Donc eux, ils sont peut-être moins gonflés que les autres, mais ça va pas se dégonfler. Donc voilà. Les activités tertiaires en pâtissent, mais les trucs de base sont forts et ont une plus grosse part en Russie que dans d'autres pays. Et bref, continuons. C'est historique. C'est un coup de poker qui va rentrer dans les livres d'histoire. Et par la même occasion, c'est le début de l'effondrement de l'Union Européenne qui commence. Alors ça, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je sais pas. Moi, je suis plutôt très critique à l'égard de l'Union Européenne aussi, sans forcément avoir beaucoup d'arguments. Mais bon, il y a des gens qui en ont pour moi. Hein. Greg Tabibian, Tepa, à son époque, il était chaud sur l'affaire Asselineau, tout ça. Ils m'ont l'air assez compétents. Et puis quand ils sont là avec des arguments, en face, on me répond oui, mais Kuzmanovic aussi, c'est incroyable. Non mais franchement, moi, ça a été un peu une révélation cette interview cet entretien par Greg Tabibian, vous devez voir. Il dit oui, l'européenne, t'as plein de trucs à te plaindre, tu sais, genre, je sais pas si vous savez, mais le prix de notre électricité à cause de l'Union Européenne est indexé sur le prix du gaz et comment ça s'appelle, du charbon des Allemands, etc. Donc quand il y a des problèmes, enfin quand l'Allemagne doit payer son gaz plus cher, ben nous on est obligé de payer notre électricité plus cher alors qu'on la touche peu cher grâce à notamment une politique. Alors c'est qui, c'est Giscard d'Estaing ou De Gaulle, je sais pas, mais je taille une pipe à celui qui a décidé de foutre des centrales nucléaires partout en France, parce que pour l'instant ça n'a pas explosé, et ça nous a permis d'avoir une souveraineté, voilà. Bon après, ça profite à qui? Ça profite nos peuples, un peu, mais j'imagine que ça profite à d'autres personnes, mais en tout cas, on est plutôt pas mal là-dessus. Mais bon, on se fait baiser derrière par l'Union Européenne, parce qu'on est obligé d'aligner notre prix de l'électricité là-dessus. Donc, déjà, merci les connards, voilà. Donc t'as des arguments comme ça, tu dis oui, mais tu te fais baiser, t'es... Allez voir la vidéo de Trouble fait sur ça, justement, le prix de l'énergie. Je vous l'ouvre, c'est assez incroyable. Donc, c'est vraiment une vidéo, moi, qui m'a appris des trucs. Je savais pas avant. Enfin, je savais que c'était indexé, mais je savais pas que c'était à ce point. Trouble fait, donc, que j'adore. Hein. Je regarde pas toutes ces vidéos, mais quand je regarde, je suis toujours assez troublé. Assez positivement troublé.
Euh, alors c'est quoi? Hausse de l'électricité, comment la concurrence a fait exploser les factures. Donc regardez ça, 27 minutes, c'est incroyable. Vous verrez plus Bruno Le Maire de la même façon, enfin aussi parce que qui regarde positivement Bruno Le Maire, ouais. Donc cette vidéo explique incroyablement bien la chose. Et dedans, il y a un exemple dans le nord de la France, je crois, où des mecs ont des groupes électrogènes plus ou moins, enfin des gros groupes électrogènes pour brûler du pétrole, pour générer de l'électricité. Et ça leur vient moins cher d'acheter le groupe électrogène et de brûler du putain de pétrole que de dépendre des réseaux d'électricité parce que le prix a augmenté. T'es là, tu dis, mais attends, quoi, on est en France 2022, fin du Kali Yuga, conscience du Méniro, et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on doit brûler? Quoi? Donc tu dis, non mais vraiment, on marche sur la tête. Donc l'Europe nous entraîne dans des trucs complètement débiles comme ça. Tu dis, on se fait baiser les lois, l'immigration, enfin plein de trucs. Et à côté, il dit, Kuzmanovic, on va tout sortir les mêmes arguments incroyables. L'Europe, c'est la paix. Bon, alors ça, pourquoi pas, effectivement, s'il n'y a pas de guerre. Mais bon, il peut y avoir pas de guerre, même si t'es pas dans l'Union Européenne. Bref, il y a ce côté-là, il dit, on peut aller à Milan et pas payer en euros, enfin, payer en euros, etc. Donc, ce moment est assez drôle, d'ailleurs, de l'entretien, où il dit, mais qu'est-ce qu'on s'en tape, d'aller dans un pays frontalier et de payer? Oui, bon, t'as pas à changer, à faire le change, effectivement. Bon, d'accord, tu gagnes 30 minutes et peut-être un peu de pouvoir d'achat, et encore, c'est même pas sûr. Donc, bref, c'est assez incroyable. Donc, oui. Je suis très critique à l'égard de l'Union Européenne, comme beaucoup de personnes à droite, à gauche, communistes ou autres. Et oui, et quand le Parti communiste de François Roussel, par exemple, est solide sur plein de points, mais par contre sur l'Union Européenne, va pas être aussi critique, va pas avoir des positions aussi fermes, comme Éric Zemmour. Moi pareil, Éric Zemmour, enfin non, c'est hyper libéral, il suce les milliardaires, etc. Donc déjà c'est impossible. Mais même s'il avait une position qui correspond plus à ma pensée sociale, on va dire, le fait qu'il soit pro-Union Européenne ou qu'il fasse semblant d'être un peu contre, mais qu'ils veulent rien réformer sur le fond, ils proposent pas de la quitter, etc. Directement, pour moi, c'est on n'y va pas, quoi. C'est pas le bon parti. Après, on sait qu'électoralement, l'Union Européenne, justement, parce que les gens ont été matrixés, l'Europe c'est la paix, on peut aller à Milan et pas besoin d'échanger l'argent, etc. On sait que c'est un suicide électoral, ce qui est très dommage. Mais bref, allez, continuons. Donc, j'ai fait tout ça sur une seule phrase, et c'est le début de l'effondrement européen qui commence. La Russie a utilisé des tactiques économiques très intéressantes. Elle a dupé presque tout le monde et a gagné plus de 20 milliards de dollars en quelques jours. De plus, environ 30% des actions des monopoles russes sont retournées à la nation. Ça, c'est incroyable. 30% des actions des monopoles russes sont allées à la nation. Alors vous pouvez vous dire, oui, mais la thune va aller dans des oligarques. On va parler un peu des oligarques derrière. Les oligarques, en Russie, c'était Bernard Arnault, des trucs comme ça. Hein. C'était des mecs qui pouvaient sortir la ceinture comme ça et dire vas-y, passe sous le bureau et tu vas payer. Sauf qu'il y a un gars qui est arrivé et qui leur a dit bon, vous vous mêlez plus de politique, maintenant c'est moi qui gère mon pays, je vous laisse vous enrichir, mais vous me laissez faire les trucs. Et attends, est-ce qu'ils se mêlent de la politique en France? Oui, j'imagine, oui, puisque... Bon, bref. Non, mais je m'y connais pas autant que je voudrais le faire croire. Mais en gros, en France, c'est plutôt les milliardaires vont être un peu au-dessus au-dessus du pouvoir, on va dire, alors qu'en Russie, c'est pas la même chose. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Moi, j'aurais plutôt tendance à préférer un fonctionnement à la russe qu'à la française, du moins au niveau du traitement des milliardaires, hein, de comment les milliardaires jouent avec le pays, tout ça. Après, je connais très peu de choses. Hein. Je connais que quelques minutes d'une vidéo, encore une fois, de Greg Tabibian. C'est cet intervenant qui a été très critiqué dans les commentaires pour beaucoup de choses. Voilà, ses explications, etc. Néanmoins, j'ai pas vu de critique sur son explication des oligarques. Et effectivement, on dit oligarque, personne ne sait trop ce que c'est. Vous allez dans cette vidéo, la Russie à l'heure de la guerre, y a un repère temporel. Les oligarques, qui sont-ils et quel est leur poids? Il explique tout à fait qui sont les oligarques, comment ils se sont fait de leur thune, enfin pas forcément comment, mais voilà, ils se sont fait de la thune à l'effondrement de l'URSS, ils ont pris des privatisations et ils sont mis sur différents secteurs, ils ont fait beaucoup d'argent, ils sont une dizaine. Ils se mêlaient de politique, ils faisaient voilà, leurs lois, leurs trucs, etc. Poutine est arrivé au pouvoir, les a réunis, leur a dit maintenant c'est moi qui fais le pays, vous pouvez vous faire votre thune mais vous ne mêlez pas de politique. Il y en a qui ont dit non, ils se sont fait empoisonner ou ils ont dû s'exiler. Il y en a qui ont dit oui, ils sont restés et du coup alors qu'on croyait que Poutine allait être le toutou des oligarques, apparemment selon cet individu dont je ne connais pas plus de choses sur les oligarques, donc voilà, et selon cet entretien de Greg Tabibian qui est très intéressant, les oligarques ont été mis au pas. Voilà.
Donc on dit oligarque, oligarque, oui, mais peut-être que Poutine à tout moment, tu sais, c'est comme en Chine, t'as des milliardaires, mais va pas critiquer le parti communiste. D'ailleurs, beaucoup de milliardaires, multimillionnaires se barrent au Canada, aux États-Unis, etc. Parce que ils savent que le pouvoir peut, mais qui que tu sois, ils peuvent te baiser, alors qu'en France, c'est pas trop le cas. Allez, continuons. Oui, bah c'est normal, c'est pas trop le cas. T'as envie de faire une carrière après être président, t'as envie de placer tes enfants dans leur groupe, t'es peut-être pote avec eux, c'est peut-être eux qui t'ont mis au pouvoir via leurs organes enfin leur presse, etc. Oui, déjà t'as des liens avant, t'as des liens après, t'es là que pour 5 ans, donc bien sûr t'es là pour tes intérêts, et qui va mieux servir tes intérêts que ceux qui détiennent un quart du pays, vous savez, enfin. Vous savez que la fortune des 500 personnes les plus riches de France représentait 6% du PIB en 1998 et représente maintenant presque 50%, 46% du pays. Les 500 personnes, avant 6%, maintenant 46% en 24 ans. Donc en 24 ans. En 24 ans, on s'est fait enculer notre mère par des milliardaires qui désormais peuvent élire quel président ils veulent. Enfin, c'est le mercato, comme on a dit, voilà. Ils ont quasiment tout. Le salaire moyen, c'est de la merde. Il n'est pas indexé sur l'inflation. Enfin, on se fait enculer. Je vous avais montré juste Corée du Sud, à peu près le même PIB par habitant que la France. Par contre, salaire moyen, 40% plus élevé. Enfin, c'est quoi ce délire? Bon, après, ils travaillent, c'est compliqué leur truc aussi. Mais tu te dis, putain, mais enfin, on est vraiment baisé. Le gâteau est vraiment bien moins réparti en France qu'ailleurs. Alors qu'à une époque ça était pas mal, et là vraiment on a besoin de sursaut. Donc c'est vrai que même moi qui aime pas trop Mélenchon et qui me dit bon, problème, voilà, vous pouvez vous doutez, voilà. Un moment, est-ce qu'il faut penser vote utile, etc. Bon, c'est compliqué parce que Mélenchon, mais bref. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ça devient vraiment une urgence qu'on trouve le truc. Et donc, oui, nous, nos présidents, ils sont là pendant 5 ans, ils ont besoin d'être potes avec eux, donc ils vont pas sûr pas les fiscaliser ou mettre des trucs qui leur mettent des bâtons dans les roues. Alors que, ou à certains milliardaires et à pas à d'autres, puisque c'est un peu une équipe, hein, mais même si bon, c'est cette classe, grosso modo, qui vont servir. Alors que en Russie et en Chine, non, non, t'es milliardaire, bon, mais bravo, t'as réussi, mais joue pas trop, qu'on dépend pas de toi, on est là pour toute la vie, donc fais pas trop le malin. Bon, bref. Je bande pas non plus sur la dictature ou autre, mais à un moment, faut bien se dire que ceux qui nous baisent, bon, l'État peut te baiser aussi, hein, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Poutine a totalement biaisé l'Union européenne et en partie les États-Unis, et en beauté, aux yeux du monde entier, notamment de la Chine et de l'Inde, il les a dupés. Il a montré à la Chine et à l'Inde, donc deux grosses puissances émergentes, et surtout la Chine qui a passé des contrats en sous-main avec la Russie derrière, et qui veut développer enfin veut sortir le monde de l'hégémonie américaine, même si c'est plus une hégémonie américaine, mais veut en tout cas montrer que les États-Unis sont plus les boss. Et la Russie a montré qu'il a réussi à reprendre sa souveraineté et à baiser économiquement l'Union européenne et les États-Unis. Et donc la Chine et l'Inde vont dire ah oui, bah tiens, la Russie, contrairement aux États-Unis qui a perdu la guerre du Vietnam, la guerre de l'Afghanistan, etc. Bon, c'est pas vraiment des pertes, enfin, c'est pas vraiment des défaites, mais vous voyez ce que je veux dire. Bon, quoique, la Russie, on dit, ils ont pas perdu de guerre, oui, depuis 20 ans, parce que l'Afghanistan, ça n'a pas été un succès non plus. Mais on dit, bah, la Russie, d'un côté, est plutôt solide et un partenaire solide, résilient, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Qui réussit un peu ses opérations, que ce soit militaires ou économiques. Les États-Unis et l'Union européenne, qui étaient dominants à une époque, eux, sont un peu en retrait. Et après, c'est compréhensible. Enfin, quand on regarde sur le long terme, je vois pas comment on pourra vaincre les Chinois, ne serait-ce qu'économiquement. Enfin, ils, tu sais, ils se brident sur les jeux vidéo, ils se brident sur tous les délires woke, ils ont pas d'immigration qui vient foutre le bordel, que ce soit dans la rue ou dans enfin, ils en ont un peu, mais des luttes identitaires, etc., qui nous morcellent. Alors déjà, t'as la politique des partis, la démocratie en France, qui fait que t'as besoin de séduire tes électeurs, etc. Et après, tu te retrouves avec voilà, des choix électoralistes qui peuvent se contredire à court terme, à moyen terme, donc tu vas abandonner le nucléaire, mais etc. Mais donc du coup, tu commences des réformes, tu les abandonnes en cours de route, donc tu sais, t'avances pas forcément beaucoup, et en plus t'es étalé avec plusieurs pôles qui se constituent, hein, enfin voilà, les luttes woke identitaires autour de la couleur de peau, de la religion, je sais pas quoi, ça fait que le pays est morcelé, va pas dans le même sens, le prolétariat est divisé, en plus t'as les milliardaires au-dessus
dessus. Donc bref, t'as tout un marasme qui fait qu'on n'avance pas beaucoup. Et en plus, c'est les milliardaires qui en ont rien à foutre du pays, qui sont trans-pays, qui se gavent. Et du coup, bah effectivement, t'as un pays plutôt faible, et déjà sur le court terme, alors sur le long terme c'est mort. En plus t'as des gens qui vont, voilà, usage de drogue, jeux vidéo, etc. J'ai envie de devenir influenceur, hein, j'ai envie de devenir youtubeur plus tard. Les jeunes, le niveau de mathématiques, de trucs s'effondre, ça fait plus d'ingénieurs. Et puis après même, en partie à cause des milliardaires, en partie à cause des impôts, bah faut voir, mais en tout cas, vu qu'il y a moins d'argent redistribué, tu dois plus, et que tu peux pas taxer les entreprises multinationales, etc., tu dois taxer les gens, donc à cause de ça, effectivement, le pays est taxé, donc nos cerveaux vont dans d'autres pays. Donc t'as la fuite des cerveaux, t'as les cerveaux qui restent. C'est, excusez-moi de l'expression, mais des TikTokers qui veulent tabasser des mecs parce qu'ils dansent sur le Twitter. Donc c'est matrixé par l'islam, les jeux vidéo, les luttes identitaires, etc. T'as la politique des partis, t'as tout ça qui fait un pays, mais une civilisation en fin de course, entre oui, effectivement, les luttes des racialistes blancs ou autres qui prend le bordel. Enfin, oui, un pays qui a plus de cohésion, on n'a plus rien auquel s'identifier, on n'a plus d'identité française, on n'a plus de creuset républicain, comme on dit. Même les Français de souche ou autres sont plus fiers de leur pays. Il y a quelques immigrés de seconde génération, ukrainiens, russes, serbes ou autres, qui eux voient un peu ce que c'était la France avant, qui ont dit bah ouais, bah c'était quand même un beau pays. Là, il est en train d'être détruit par différentes personnes. Enfin bref, donc t'as tout un pays en train de s'effondrer, et nos jeunes qui deviennent complètement débiles, martelés à TikTok. Alors on va encenser à différents, oui mais c'est bien, ils sont plus là, oui mais d'accord, mais regarde le niveau de maths, regarde les trucs, on va rien faire, regarde, il n'y a aucun attachement à la nation, il n'y a aucune combativité, les mecs font les services nationaux obligatoires, voilà, oui bah c'est pas grave, grossophobie, etc. Ça fait partie du bordel, accepter la faiblesse, etc. Oui bah c'est bien pour les jeunes. Déjà non, c'est pas bien, parce que quand t'acceptes que t'es une fille ou un garçon à tes 7 ans, etc., on dit oui bah c'est bien, t'as raison, tu sais, genre prends ta pente, qu'elle soit. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, on met plus de grosses barrières en disant non mais attends, calme-toi avant de prendre ta décision, avant de devenir obèse et de bouffer des viennoiseries tous les jours en disant que c'est bien, que c'est ton corps, ton choix, ou de changer de sexe. Prends un peu de temps pour voir, peut-être c'est une petite lubie qui va te passer rapidement, etc. Peut-être tu vas avoir des envies de suicide derrière, peut-être que on aura beau te faire croire que la société qu'accepte, en fait c'est pas vraiment le cas, parce que il y a quand même des gens, même qui sont partis de ton camp, qui ont quand même des sentiments de révulsion. Bref, il y a tous ces trucs là, transidentité, obésité, religion, couleur de peau, etc., qui divisent complètement le pays, et derrière des standards avec la télé-réalité, les trucs comme ça. Bref, toutes nos générations deviennent débiles, travaillent moins, sont moins combatives, moins patriotes, etc. Tu vois ça, tu vois la politique des partis, etc. Et à côté, tu vois la Chine, où le pays va dans une direction, va dans un truc, la Russie aussi, va dans une direction, etc. Le peuple, enfin, regardez les Chinois comme ils sont nationalistes. Bon, après, c'est pas forcément, est-ce que c'est vraiment le modèle que tu veux, etc. Mais en parlant de puissance, en parlant en termes de puissance, ils continuent à travailler leur basique, leur maths, leurs trucs, etc. Ils vont avoir une nation d'ingénieurs, de guerriers, de trucs, pendant que nous, on aura des TikTokers qui se divisent entre eux et qui veulent tabasser des gars parce qu'ils ont parlé du Coran ou je sais pas quoi. Tu dis mais on va se faire envahir, même pas envahir en fait, c'est juste qu'ils vont racheter notre pays et qu'on va devenir la succursale de je sais pas quoi, et tu dis mais on est foutu, putain, on est foutu. Et quand les milliardaires verront qu'ils pourront passer des trucs, enfin donc il y aura plus rien. Et effectivement, quand on voit ces coups de poker qui se jouent au niveau méta international là, par des trucs là, tu dis bon mais c'est bon, on a perdu, enfin, et on peut pas faire confiance à nos mecs qui sont là 5 ans d'un parti puis l'autre, etc., pour combattre des civilisations millénaires où les gars ont très bien, enfin, ont conscience de leurs intérêts, et sur le long terme. Donc bref, voilà, je vous ai fait une petite diatribe un peu triste, mais c'est ce que je pense tout le temps. Enfin, quand je vois la Chine interdire les jeux vidéo, etc., je me dis pas c'est bien. Je me dis moi aussi, quand j'étais petit, je voulais jouer, enfin voilà, je jouais aux vidéos, etc. Mais une fois t'es là, tu dis bah ouais, mais il y a des gens, ils vont passer toute leur vie dessus. Ils vont, avec notre système d'aide, le RSA, etc., les mecs peuvent rien foutre de leur journée à part signaler des chaînes YouTube là toute la journée pour les faire sauter. Enfin, comme Cro-Blanc disait, il dit mais ça c'est une des conséquences de notre système social qui apporte plein de trucs chouettes, mais à côté t'as des gars qui peuvent juste vivre sur le dos de la bête et faire de la merde. Bon, enfin, jouer aux jeux vidéo, c'est pas forcément faire de la merde, c'est neutre, mais à côté t'as pas un système qui te pousse à travailler pour ta nation, etc. Donc effectivement t'as un côté, bah, et pourtant moi je suis pour, hein, que oui, les chômeurs, tout ça,
je sais pas, pour une société où chacun travaille 10 heures par jour et t'as des couches, etc. Mais à un moment, à un moment, le parasitisme du haut est très, très grave, mais le parasitisme du bas fait aussi que t'as des poids morts et que t'as des forces vives. Il y en a qui se barrent, il y en a qui restent chez toi mais qui sont pas utilisés. Donc vous voyez, je veux dire, plein de choix de la Chine ou autres peuvent paraître débiles, antidémocratiques, enfin voilà, graves, et ça l'est, mais tu dis, mais sur le long terme, on est foutu par rapport à eux. Voilà. Allez. Et bon, ça, c'est un truc que j'ai sur le cœur. C'est vrai que ça me mine un peu de voir la jeunesse. Après, on a. Enfin, moi, je fais partie du problème aussi, mais bon, allez, continuons. Aux yeux du monde entier, notamment de la Chine et de l'Inde, oui, voilà. Auparavant, une partie des actions des sociétés énergétiques appartenait à des investisseurs étrangers, américains et européens. Cela signifie que près de la moitié des revenus de l'industrie pétrolière et gazière ne revenaient pas au trésor russe, mais au compte bancaire des requins financiers d'Europe et des USA. Donc ça, c'est déjà un truc de fou. La moitié des revenus de ce que faisait le pétrole et le gaz ne revenaient pas à la Russie, mais à des étrangers. Et peut-être qu'à un moment, ils se sont dit, comment on fait pour ça? On va faire une guerre. Attendez, on va faire une guerre. Les gens vont lancer des sanctions économiques contre nous. À cause des sanctions économiques, on va faire genre que ça nous impacte vraiment, qu'on est dans la merde. Parce que on va faire ça, les gens vont se retirer. Et quand ils vont se retirer, en fait, on a de l'or, on va pouvoir racheter directement et avoir notre souveraineté dans le plus grand des calmes. Ouais, c'est pas mal. Bon, des Ukrainiens vont mourir, mais ouais, mais à côté, on va peut-être prendre une petite partie. Oui, bon, ouais, mais des gens vont mourir. Oui, mais à côté, la mort, enfin, ça, c'est le truc de Staline, c'est la mort d'un homme est une tragédie. Hein. Oui, t'as ton père qui meurt, t'as ton frère, toi, qui te prend une balle, t'es là, t'agonises, etc. Ben, c'est une tragédie. Et oui, c'est vrai que quand tu regardes au niveau micro, toute guerre est un truc. Mais la mort de 10 millions de personnes est une statistique. Je crois que c'est ce qu'il dit. Hein. Une mort d'un homme est une tragédie. La mort de 10 millions est une statistique. À un moment, c'est ce qu'ils se disent. Mais bon, vas-y, on va faire une guerre. Mais la statistique sur le long terme, c'est quoi? C'est qu'on reprend notre souveraineté et que. Enfin bref, c'est assez. Et je suis pas en train de légitimer ou autre, mais c'est à un moment c'est revenu dans la balance dans les échanges entre Poutine et lui-même ou avec ses potes et enfin ses potes, excusez-moi, son gouvernement et ils ont tranché. Poutine a attendu et lorsque le prix est tombé en dessous du seuil stratégique financier, il a donné l'ordre d'acheter simultanément toutes les actions de tous les Européens et Américains. Et au moment où ces requins de la finance se sont rendus compte qu'ils avaient été dupés, il était déjà trop tard. Les actions étaient entre les mains de la Russie. Alors on parle pas trop de la Chine, etc. Parce que j'imagine qu'il n'y a pas que des Européens et Américains dans le tas. Est-ce que les Chinois ont été initiés ou autre? Est-ce qu'il n'y avait pas du tout de Chinois? Ce qui m'étonnerait. Mais il y a quelques manquements à ces trucs-là. On aimerait bien savoir. Mais ce fil est quand même incroyable. La Russie a non seulement gagné plus de 20 milliards de dollars ces jours-ci, mais a également restitué les actions de ses entreprises à la Russie. Désormais, les revenus des pétroles et du gaz n'iront pas à l'étranger, mais resteront en Russie. Et les requins financiers européens se sont tirés une balle dans le pied et l'UE dans la tête. Ils ont été dupés irrémédiablement. Source compte Christine de Viejoncourt. Maintenant, on comprend mieux la montée des forces militaires de l'OTAN. Si elles viennent à défendre Odessa, la guerre changera de dimension. Alors ça, je sais pas trop ce que ça veut dire à la fin, mais c'est incroyable. Donc il dit je suis que l'humble rapporteur d'un travail. Effectivement, pourquoi la Russie, donc les États-Unis et l'Union européenne se sont fait baiser au niveau des détenteurs de titres, etc. L'Union européenne se fait doublement baiser. Pourquoi? Ben, vous le savez, dépendance au gaz russe. Si on n'achète plus le gaz russe dans la monnaie, alors ça devait être en euros ou en dollars, je suis pas trop renseigné, mais en tout cas dans le rouble, on se fait forcément baiser quand une transaction se fait un truc. Donc déjà on se fait baiser à côté. Et puis si t'apportes moins de gaz russe, t'apportes plus de gaz de schiste américain, donc tu les fais venir en bateau, donc ça coûte plus cher. Donc c'est les Américains qui vendent leur gaz, donc ils peuvent le vendre plus cher, donc ils se font plus de thunes. Nous, ça nous change rien, à part que ça coûte plus cher. Eux, ça leur change des trucs, ils ont plus de marché, etc. Voilà pourquoi il dit une balle dans le pied des Américains, qui paraissent plus comme l'allié solide, etc., et une balle dans la tête des Européens, parce que voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors comment est-ce qu'on fait ça? À voir, mais c'est pas moi le plus compétent pour vous dire comment est-ce qu'on tire notre situation de truc. Mais déjà, avoir conscience que la Russie, malgré ces trucs, reste un Jean-Michel Trogneux Alger. Ok, on verra. Voilà, mais donc bref, au moins vous êtes au courant. Little Think Tank, Russie-Ukraine, le rouble se renforce de plus en plus et atteint désormais un niveau quasiment similaire à celui précédant le conflit armé, nettement éloigné de son effondrement historique suite aux sanctions occidentales. Et oui, et ça c'était partagé quand? C'était partagé ce matin. Effectivement, le fameux effondrement de russe. Alors attendez, je regarde ce que j'ai de prévu ce matin. Petite seconde, minute. Ok, j'ai pas trop de. Voilà, bref. Suite aux sanctions occidentales.
Donc voilà, vous voyez que le groupe s'est effondré, et à ce moment-là on dit ah c'est fini pour la Russie, etc. Cuck, cuck. Enfin je sais pas si on a dit cuck, mais voilà, et puis finalement ils reprennent du poil de la bête. On va voir encore combien ça va varier dans quelques jours. Après, les actions russes continuent à chuter. Échec et mat. Oui, bon là, on nous parle du truc, effectivement. Bref, effectivement, Macron, pendant ce temps, fait un serveur Minecraft. C'est bon, la démocratie est sauvée, j'ai envie de dire. Les sanctions économiques ont porté leurs fruits. Les experts du forum avaient raison. Oui, alors, et en parlant d'experts, d'ailleurs, on va pouvoir sortir. Donc déjà, on a vu la vidéo de Kuzmanovic, c'est bien. On a vu la vidéo de ça, c'est bien. Je vous fais un petit détour par Greg MMA et Delavier. Regardez ça, 1h23, ça parle un peu de virilité à la fin de ce que j'aime bien et ce dont Delavier est un expert, enfin un expert, mais un expert autoproclamé, mais la génétique évolutive, en gros, comment certains traits caractéristiques ont permis la sélection naturelle, voilà, de certains gènes par rapport à d'autres. Bref, c'est là notamment où il a parlé du fessier. Plus le fessier était bombé, en gros, hein, comme les athlètes ou les fessiers très bombés, plus en fait ça veut dire que ton os est comme ça, donc que tu peux démarrer le sprint. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo d'hier. Donc à la fin, il parle de ça, ce qui est toujours très intéressant. Les deux interlocuteurs sont intéressants. Ça parle de social à un moment aussi, hein, avec pas du communisme mais du bassin minier, ce genre de truc. Donc déjà c'était très intéressant et on voit que Greg MMA est assez documenté sur la chose. Hein, vraiment des échanges intéressants pendant 1h23. Et en plus, bon, il y a effectivement un moment il fait sa pub de merde pour Nutrimuscle, ça c'est chiant. Mais et il y a toute une partie sur le conflit russo-ukrainien où il dit bah, tu regardes le dessous des cartes, tu regardes comment les échanges énergétiques se font, etc. Et tu comprends un peu pourquoi il y a la guerre. Donc ça, c'est vraiment pas mal comme vidéo aussi. Je vous la mets dans les commentaires, j'espère, j'y penserai. Voilà, mais en tout cas, vous avez le nom si ça vous intéresse. Greg MMA de la vie. Alors, les experts du forum avaient raison. J'aurais dû en acheter, bordel, des actions russes, oui. Attention, les Russes, c'est fini TikTok et Instagram. Alors, TikTok, c'est chinois. Je sais pas s'il y a des tensions, mais oui, Instagram, oh là là, quelle perte. Moi, ça me fait marrer, hein. Enfin, ça me fait marrer. Enfin, après, je suis pas représentatif de la population, tu sais. Je suis passé par une période décroissante. Maintenant, je suis pro-souverain, etc. Je suis très peu matérialiste. Même attaché au confort, etc. Et ça me fait marrer quand tu vas avoir des macronistes ou autres qui disent ouais, les pauvres, enfin, tu sais, genre, c'est terminé Instagram. Bon, après, j'ai mon petit exutoire YouTube, c'est bien. Si YouTube ça ferme et que c'est remplacé par une autre plateforme, ben, c'est pas grave. Tu sais, enfin, j'ai fait mon groupe de boxe, etc. J'aurai toujours d'autres exutoires, puis de toute façon, je trouverai autre chose. Donc, mais après, c'est vrai que si YouTube ferme dans un pays et que t'as plein de YouTubeurs à temps plein qui ont tout misé là-dessus et qui perdent tout, bah, c'est vrai que c'est très compliqué. Donc, c'est pour ça qu'il faut penser à la résilience à un moment. Aux autres. Est-ce qu'il y a eu des youtubeurs russes qui ont tout perdu si YouTube a fermé? Je sais même pas si YouTube a fermé là-bas. Parce que je sais qu'il n'y a pas trop Google, il y a Yandex. Bon, je sais pas trop comment ça marche, mais bref. Yandex, oui, je crois que c'est là-bas. De quoi je parle? Oui, donc ça me fait marrer un peu, tu sais, ceux qui disent oh là là, imaginez si tu sais, genre, il y a des mecs qui sont tristes que McDonald's ferme aux États-Unis. Enfin, genre, le truc qui m'impacte en Russie, le truc qui m'impacterait jamais. Enfin, qu'est-ce que je m'en bats les couilles que ce soit nationalisé, que ce soit remplacé, que ce soit un truc. Alors qu'il y a des gens vraiment, tu sais, ça les rend tristes, ça les impacte que KFC. Alors que moi, c'est une libération, sérieux. Je me mets une baffe, je m'imagine être en face d'un connard qui gueulerait, ouais, faut pas, tu sais, genre, ça va fermer KFC, etc. J'ai envie de le tarter. Oui, oui, donc. Vous voyez ce que je veux dire, enfin, c'est la résilience de société, enfin, des mecs qui seraient en PLS si Zara ou McDonald's ferme. Je sais pas comment vous prononcez par rapport à ça, mais moi ça m'en toucherait une, ça me fait plaisir. Enfin, je suis vraiment pas attaché à ces trucs de marketing ou autre. Enfin, qu'est-ce que tu t'en bats les couilles? À un moment, c'est justement plus en fait tu es sur une pente de le marketing, plus tu es sur une pente de donner de l'importance aux marques, aux trucs, etc. Plus effectivement tu es dans une société de consommation, même si le terme est critiqué, pas résiliente, et plus tu t'éloignes au final des valeurs un peu basiques. Ouais, bon, bref. Extension de l'analyse politique de comptoir, mais bref, les bots anti-russes vont expliquer que c'est une victoire et que c'est un repli, juste un repli stratégique, que c'était l'objectif depuis le début. T'es bête ou quoi? Le graphique montre que le rouble augmente. Oui, bah il se moque de quoi. Il dit ah là là, tous les experts du forum qui criaient à la guerre économique, etc., qui ont voulu suranalyser, mais comme notre petit Pascal Boniface, alors que moi j'aime bien, hein, expert en géopolitique, etc. Il avait sorti une vidéo
dans la précipitation le 24 février, effectivement, quand la Russie a déclaré la guerre. Et lui, du coup, je sais plus quelle vidéo c'était, mais c'était vraiment très, très, très intéressant. Quel scénario pour l'Ukraine, enfin, je sais plus quelle vidéo c'était. Mais en gros, il expliquait bah, qu'est-ce qui va se passer maintenant, etc. Et en gros, il disait que oui, pour la Russie. Bah, après, lui, il n'était pas sur le macroéconomique, il était sur le microéconomique par rapport aux Ukrainiens. Il disait il y avait des Ukrainiens pro-russes, il y avait des Ukrainiens pro-ukrainiens, il y avait des Ukrainiens timorés. Maintenant, en déclenchant l'invasion, tous les Ukrainiens vont haïr les Russes pendant X générations, etc. Vont retrouver foi en leur milice néo-nazie ou je sais pas quoi. Enfin bref, vous voyez, donc il dit c'était un mauvais pari pour la Russie. Effectivement, pour l'Ukraine, mauvais pari, même s'ils récupèrent une petite région ou autre, c'est mal. Mais au niveau du reste, avec les relations qu'ils consolident avec la Chine, avec l'indépendance qu'ils prennent sur McDonald's qu'ils nationalisent, ou le rachat de leurs actions, et puis leurs actions qu'ils reprennent du truc, le fait qu'ils devisent désormais en roubles, etc. Tout ça, c'est des paris plutôt gagnants de leur côté. Une guerre économique totale, qu'ils ont dit. Oui, bah, économique totale, sauf que quand les mecs se sont préparés depuis 3 mois avec leur rachat d'or, etc., que leur population est un peu plus résiliente que la nôtre, et ben ça donne que oui, ben, quelle guerre économique tu veux mener. Mec, t'es plus là dans 2 ans. De quoi tu me parles, ministre de l'économie? Tu vas retourner dans une compagnie américaine, tu vas travailler dans un haut poste, ou que sais-je. Pourquoi tu veux mener une guerre contre un gars qui est là pour toujours et qui veut te baiser? Ta gueule, à un moment. Ferme ta gueule et défends ton pays. Enfin bref, vous voyez ce que ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Aya, j'ai acheté 100 millions de roubles il y a 3 semaines. To the moon. Fake, évidemment. Et oui, si t'avais acheté des roubles à l'époque, t'en serais bien sorti. Je sais pas s'il y a des gens qui ont fait ça sans doute dans des forums de Reddit. L'Union Européenne, il y a toujours des mecs qui arrivent à voir clair dans ça. Tu sais, il y a des gens qui ont une théorie, mais qui ont une autre aussi théorie. Mais une de leurs théories se vérifie et du coup, ils sont juste. Ça peut marcher pour pour tout, hein, pour des séries, pour des trucs, etc. C'est assez incroyable. L'Union Européenne et les États-Unis ont sorti des pions de dames pour jouer sur un échiquier. Poutine a dit OK et a accepté de jouer la partie. Ils n'ont pas compris que leurs pions avancent que d'une case à chaque fois et se font détruire. Vraiment des débiles refont Russia number one. Alors moi, je suce pas la Russie, hein. C'est comme Valérie Pécresse là qui me casse les couilles. Enfin, dans le débat avec Marion, elle dit oui, alors vous aimez-vous, je peux pas truc parce que vous êtes pote avec Poutine ou autre chose, je sais pas. Enfin, putain, mais le niveau, je vois ça, elle est là, mais je me dis, le niveau, enfin, personne, enfin, est-ce qu'il y a des gens qui aiment Poutine? Le mec est pas particulièrement sympathique, enfin, si, il fait des blagues, etc. Bah, bref, mais c'est juste que non, c'est en parlant d'intérêt national, il met de l'intérêt national et il le défend avec les ongles, avec tout, comme une mère défend son petit, etc. Et il fait de la merde dans les autres pays parce qu'il défend son pays. Et les Russes l'aiment bien parce qu'il défend son pays. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois l'admiration ou autre des gens pour Poutine. C'est parce que il il est chaud pour son pays. Alors après, il se sert au passage, hein, petite maison à 2 milliards, voilà, la famille qui se met bien, j'imagine, mais au moins il défend son pays. Alors que nos politiques font semblant de trucs, mais derrière préservent leurs intérêts à eux, pas leurs intérêts du pays, et il fait ce qu'il faut pour mettre bien son peuple. Enfin, on sait que le PIB par habitant, je crois, était multiplié par 20 entre quand il est arrivé. Mais on le sait, grâce aux vidéos de Gouv HD, effondrement total de la Russie à l'époque, enfin, les gangsters partout, etc. T'avais pas de pouvoir d'achat, pas de perspective économique, etc. Lui, il a remis ça sur les rails. Donc, pour enfin, il a quand même redressé le truc. Donc oui, il fait de la merde, c'est de dictature, etc. Mais c'est un exemple en termes de... Enfin, la Russie, aujourd'hui, c'est pas l'Ouganda, ou je sais pas quoi. Et d'ailleurs, peut-être que l'Ouganda s'en sort bien. Enfin, j'en sais rien, ils se font racheter leurs aéroports par la Chine. Mais vous voyez, au départ, ils sont partis... ils avaient pas toutes les cartes en main. L'effondrement de l'URSS avec Boris Eltsine qui se faisait un peu moquer, etc. Bon, je sais pas trop, hein, je suis pas trop renseigné de cette époque. Mais en tout cas, il s'en est bien... il a fait pas mal de trucs positifs pour son peuple. Ça, je pense que c'est assez indéniable, en dépit de quelques journalistes ou autres assassinés, bon, effectivement. Et qu'on peut pas mettre du doigt là comme je le fais écarté en quelques secondes, mais je pense que d'un point de vue utilitariste pour le peuple russe, il a plutôt été pas mal. Mieux que nous, parce qu'en 24 ans, nous, je vous rappelle, hein, 6% du PIB des 500 plus riches, maintenant 46%. Hein, donc il y a peut-être, faut voir comment la fortune des oligarques a augmenté. C'est peut-être pas la même chose. Hein, c'est peut-être 8% à l'époque, 8% maintenant, tu vois. Il y a peut-être pas de trucs comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire à côté de ça? Vous vous souvenez? Mais nos dirigeants jouent contre nous.
Oui, donc Valérie Pécresse qui dit ça, non, ben voilà, j'ai mis mon idée, quoi. C'est que c'est pas parce que tu peux dire que Poutine joue bien son jeu, etc. Bah, alors, maintenant, tu peux pas le dire avec la guerre ukrainienne, effectivement, tout truc vaguement laudatif ou vaguement positif sur Poutine se fait niquer. Et moi, je suis pas Poutine, hein, il défend les intérêts de la Russie. Et nous, il y a personne qui défend les intérêts de la France. Enfin, si, t'as Kuzmanovic, t'as quelques autres personnes, mais voilà, c'est tout. Et voilà, donc je sais que c'est pas forcément notre allié, ça peut être quelqu'un avec qui tu peux t'entendre et raisonner sur le long terme ou autre, mais c'est pas. Voilà, on sait très bien que s'il peut baiser la France, il le fera, bien sûr. Ce que dit Pécresse à un moment, oui, mais c'est ce que le peuple lui demande. Le peuple lui demande pas d'être pote avec d'autres pays. Nous, parce que Pécresse, elle est là en mode oui, la France, on est plus sympa avec les Allemands. Oui, on taille des pipes monumentales aux Chinois, aux Allemands, aux États-Unis. Mais c'est pas ce qu'on vous demande. C'est pas ce qu'on vous demande. Bah bref. Euh, En même temps, tout ce que ça a fait, c'est pousser la Russie dans les bras de la Chine. Donc bon, l'effondrement économique avec un tel partenaire, c'est pas pour demain. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est mieux d'être pote avec la Chine dans 10 ans qu'avec les États-Unis, je pense, hein. Les sanctions, elles visaient nous ou eux, en fait? Oui, bah ça c'est parfait, mais c'est littéralement oui ce qu'on s'est dit directement. Ça fait plusieurs semaines, je vous apprends rien, mais oui, c'est ça. Le maire, il faut une guerre économique totale en Russie. Les bots Ukraine. La Russie n'a plus rien, ils ont tout perdu. Des médias, des pénuries de gaz alimentaire sont à prévoir à cause de la Russie qui exige d'être payée en rouble. Qui croira? Voilà, voilà. La guerre qui a juste servi à buy red puis sell green. La Russie qui take profit pendant que la France FOMO le gaz russe, le gaz US. Ah oui, FOMO, donc a peur de manquer de gaz, donc achète beaucoup de gaz aux États-Unis. Voilà, les États-Unis se mettent plutôt bien, la Chine et la Russie aussi. Les Ukrainiens, beaucoup très mal. La France et l'Allemagne, mal. Voilà, petit bilan des opérations. L'Ukraine qui. Alors, hardcore, la PLS des Européens par les Russes. L'Ukraine qui revient sous giron soviétique. L'Union européenne et les USA privés de ses ressources et de ses installations. Poutine qui a démilitarisé le pays méthodiquement sans que l'OTAN branche. Zelensky le pantin qui se met à rager contre l'Union européenne et qui va être manipulé par Poutine pour parasiter l'Europe. Ah, je sais pas trop ça, mais ouais. L'Union européenne qui n'aura plus de gaz et qui sera encore plus sous dépendance US. L'Union européenne privée de blé et la France qui deviendra le grenier de l'Europe. Ça, c'est peut-être pas si mal. L'Union européenne, pour nous, hein, l'Union européenne qui se met à faire des pubs propagande sur YouTube pour une joindre d'une armée européenne. L'Union européenne qui s'est rendu compte que de sa zétativité avec la bien-pensance émasculée. Honnêtement, je crois que l'humiliation cette fois est bien pire qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Effectivement, ça aurait fait un beau débat, mais bon voilà, je prends tes informations, j'ai tête. Pour Berlin, payer le gaz russe en rouble est une rupture de contrat. Pourtant, je vois que c'est illégal. Et ils vont faire quoi si la Russie maintient leur position? Les sanctionner? Comment? Effectivement, comment tu sanctionnes un pays quand c'est de lui dont tu dépends à 90%? C'est peut-être une question qu'on devrait se poser puisque nos médicaments viennent de la Chine. Et que la Chine peut envahir Taïwan demain. Et qu'est-ce qu'on fera? Est-ce qu'on veut se jouer défenseur de la démocratie ou est-ce qu'on veut pas que les gens meurent parce qu'on n'a plus de Doliprane? Tu vois. Bon, tu meurs pas à cause de Doliprane. Mais bon, cortisone, voilà, je reprends les arguments de cosmologie, cortisone. Des questions qui se posent. La Russie a définitivement perdu la guerre, nous dit-on aujourd'hui. La Russie annonce radicalement réduire son activité militaire dans les régions de Kiev et Tchernigiv. Alors oui, pour la guerre, ça se termine comme ça, mais est-ce que c'était la guerre qu'il fallait regarder ou est-ce que c'était juste un élément parmi d'autres? C'est drôle, ça coïncide avec l'annonce de Vlodensky de céder le Donbass. Aïe, les bourgeois se fendent la gueule pendant que nous on prend parti pour telle ou telle oligarchie de merde qui renvoie des jeunes à la mort. Changez rien les golems, effectivement, hein. Effectivement. Tu sembles inculte. Tous les pays frontaliers à la Russie qui reconnaissent le supposé génocide Holodomor ne faisaient pas partie du bloc soviétique sauf la Géorgie. Et qui est actuellement en conflit avec la Russie. Donc ce que tu dis n'a aucun putain de sens. Ah oui, après il y a des débats sur l'Holodomor. Est-ce que le terme de famine peut être employé? Est-ce que le terme de génocide peut être employé, etc. C'est compliqué, ça me dépasse, je suis pas trop renseigné. Je vois qu'il y a les éditions d'Elga qui proposent des trucs contre la propagande de l'Holodomor. Je vois que d'autre côté, l'Holodomor a l'air d'être accepté comme un fait par d'autres personnes. Donc compliqué, moi je me prononce pas là-dessus, je suis pas du tout renseigné. Je suis pas plus renseigné que ça non plus sur l'économie et tout, je me prononce un peu, mais bon. Disons que dans un cas, ça me touche plus, je suis plus impacté et impactant que l'autre. No fake, la Russie nationalise McDonald's, donc ça c'est assez incroyable, hein. Dania Vaidia, je sais pas qui c'est Dadia Viania, remplace McDonald's, ah ok c'est le nom de cette marque, et sauve 62 000 emplois.
Pris dans leur propre jeu, les Américains grognent, mais la nature a horreur du vide. Les Russes menacent de nationaliser toutes les entreprises ayant quitté son sol. Oui, moi c'est ça qui me fait marrer. Quand on dit oui, on va taxer plus les entreprises McDo, etc. Google enfin, moi je le vois hein, sur YouTube. Mon paiement il vient de Google à Irlande. Hein, c'est écrit comme ça. Enfin, c'était écrit. Je crois que maintenant ça a changé, mais c'était écrit comme ça. Donc, bref, tous les pays qui sont en Irlande ou autre et qui payent pas leurs impôts en France, tu veux les nationaliser et tout. Et les gens ils disent, eh mais ils vont partir. Et comment on va faire McDonald's c'est des emplois. Mais quelle gueule, connard. Tu crois que tu peux pas remplacer ça? Tu crois que c'est quoi? C'est quelques hauts fonctionnaires que tu... Enfin, quelques dirigeants tu remplaces et voilà. T'as des sandwichs, t'as des managers qui sont en place, qui font tourner, t'as des mecs qui connaissent leur boulot, qui font le sandwich, etc. Ben oui, ben ça vient genre dans le giron de l'État et on s'en bat les couilles. Et cette fois-ci, ce sera même pas une question de profits qui sont pas taxés à juste. C'est juste t'as pas de profit. C'est un truc qui tourne pour l'État. Donc après, bon, ça peut être géré, on connaît un statut fonctionnaire, etc. Tu te fais baiser à la fin. Mais pas, en tout cas, quand ça revient dans le truc, t'as même plus de marge qui part de ton portefeuille pour aller enrichir des multimilliardaires qui payent pas leurs impôts. T'as ton argent qui part, qui va enrichir le pays directement. Alors oui, il y a quelques larves du gouvernement qui se servent au passage ou autre, ça c'est partout pareil, mais je pense qu'en proportion, tu te fais quand même moins baiser. Après, ça dépend. Bon, bref. Pris dans leur propre jeu, les Américains grognent, etc. Très bien, la réponse du berger à la barrière. Alors, je sais pas trop ce que c'est, mais voilà. Donc, nationalisation de McDo. On va lire ça. Dadia Vania remplace McDonald's et sauve 62 000 emplois. Bon, j'aime pas trop l'expression sauve 62 000 emplois, mais continuons. Nous sommes à la veille d'un tournant majeur dans l'économie mondiale. Le moment est venu d'acheter de l'or avant qu'il ne soit trop tard. Pourtant, les très rares personnes qui ont des actifs à protéger. Ah, d'accord, mais en fait, c'est juste un truc pour te vendre derrière. C'est un tunnel de vente. Cliquez sur le lien. Ok, bon, on a cliqué là-dessus. Oui, mais ce ne sera pas McDo. Comment ils vont faire pour faire les mêmes sandwichs? Et là, c'est justement la question. Mais qu'est-ce qu'on s'en branle? T'as un Mac Muffin qui est remplacé par un truc, mais qu'est-ce que tu s'en tapes? T'as les mecs, ils ont. Alors peut-être que les filières d'approvisionnement changent parce qu'ils importaient de la bouffe, etc. Mais si c'était des patates russes, du bœuf russe, etc., les ingrédients ne changent pas beaucoup. Du blé ukrainien, bon ça risque de changer. Bon, ils auront de l'autre blé pour faire les buns, les pains, mais voilà. Le savoir-faire, il est maîtrisé, je veux dire, c'est pas grave, tu auras peut-être pas les nouvelles recettes, mais les mecs savent faire le truc, tu gardes les managers, à part si les managers sont américains, ils sont rapatriés, c'est pas comme les Chinois qui viennent construire des puits ou autres, enfin des puits, non, plutôt des routes ou autres en Afrique, où tous les contremaîtres sont chinois, etc. Là, si tu te brouilles avec la Chine, hop, on rappelle les contremaîtres, on rappelle les machines, et là, t'es baisé à 100%, là, t'es pas baisé, t'as les machines, t'as les mecs, t'as le savoir-faire, t'as rien qui change. Donc, et puis même, qu'est-ce que tu t'en bats les couilles de savoir faire des sandwichs, si les sandwichs sont un peu moins bons, mais qu'est-ce qu'on s'en branle, sans déconner, qu'est-ce qu'on s'en branle, putain. À ton avis, ils ont repris 62 000 personnes. Tu crois que dans le lot, tu n'as pas de préparateur en cuisine qui connaît le menu par cœur ainsi que les mélanges des sauces à faire? Bah oui, ils vont juste recopier, au lieu de s'appeler Big Mac, ce sera Big D et ainsi de suite. Bah voilà. Moi j'ai une question, pourquoi ils s'emmerdent à changer de nom et de logo? Perso, si j'étais président, je garde le nom, les recettes, le logo tel que et je nationalise. Il va se passer quoi au juste? On va me faire la guerre pour McDo? Exact, plus les producteurs sont locaux. L'État russe continuera de traiter avec eux, la seule chose qui changera c'est le nom de l'enseigne. Tout bénéfice et tout ça est bénéfique et ça ne fait que commencer. Les autres sociétés qui se sont barrées subiront le même sort. Eh oui. T'as cru bien faire en soutenant l'Ukraine et la propagande Union européiste américaine en partant de Russie, ben derrière tu vas te faire remplacer, pas remplacer par des remplacistes, mais remplacer par le gouvernement russe. Tu peux pas garder les recettes des originaux, genre Coca, le Big Mac, etc. sont gardées secrets. Ah bon, tu peux essayer de reproduire, mais tu pourras jamais reproduire le produit initial à la perfection. Bon, ça c'est pas trop grave, hein. Mais oui, arriver à leur niveau, copyright, nom de marque ou mes couilles, j'en aurais plus rien à flic que le magasin reste McDonald's de toute façon, vu qu'il n'a plus aucune légitimité dans le dit pays. Mieux encore, ça foutrait encore plus le vieux bidon en colère. J'aurais tellement voulu voir ça, le sénile qui claque d'un AVC parce que la Russie se tamponne des noms déposés américains. Ouais, et puis ouais, Bidon, on l'a bien vu, hein, il est en Ukraine, il est là, hein, il était PTDR, hein, il était mort de rire. Il revient aux États-Unis et il leur dit à des journalistes ou autres, ouais, vous savez, j'étais avec les Ukrainiens, j'aurais dit, vous me virez ce gouverneur, j'en veux un à moi, un mec pro-états-unien, ou je vous ferai pas le prêt d'1 milliard de dollars. Les Ukrainiens ont dit non, mais ce gouverneur on l'aime bien et tout. J'ai dit, je reviens, je pars du pays, là je pars, je veux que quand j'arrive aux États-Unis, il soit viré, sinon vous n'aurez pas le prêt. Il est là comme ça, croyez-moi sur parole, je vous jure, j'ai vu le document vidéo, je ne saurais pas le retrouver, mais je l'ai vu.
Et il leur dit, bref, j'ai pris l'avion, je suis arrivé aux États-Unis, et vous savez quoi, putain, et il dit comme ça, il dit, well, son of a bitch, il dit comme ça, il dit, ben putain, ils l'ont viré. Tu vois, et donc l'Ukraine aura le prêt d'1 milliard. Bah, c'est bien pour les Ukrainiens, ils ont prêt d'1 milliard, mais est-ce que c'est bien pour les Ukrainiens qu'ils aient un gouverneur pro-États-Unis, placé par les États-Unis, aux portes de la Russie, et qu'est-ce que ça entraîne pour eux, qu'est-ce que devient le peuple, etc. C'est quand même assez complexe hein, comme question. Bah ouais, voilà. Donc les États-Unis, oui, jouent à la courte paille aussi. Enfin, je sais pas si c'est le terme, mais dans le truc aussi. Le resto prend le nom d'une pièce de théâtre. Vous pensez que c'est pour dire quelque chose? Oncle Vania est une pièce de théâtre d'Anton Tchekhov qui mélange le drame et le comique. On est bien dans le thème. Autant je ne soutiens pas ce qui se passe en Ukraine, autant ils ont entièrement raison et on devrait faire pareil. Oui, pareil, ce que je pense aussi. On devrait faire pareil dans ce pays avec les entreprises américaines, plus abandon de Google et création d'un moteur de recherche français. 100% d'accord. Ou mieux, européen au pire. Ouais, non, parce que l'Europe c'est l'Allemagne, l'Allemagne c'est les États-Unis, et les États-Unis c'est Google. Donc au final, voilà. À part si tu crois à une indépendance de la Russie, d'Allemagne, de l'Autriche, etc., des États-Unis, dans ce cas, pourquoi pas, hein, mais non, moi j'y crois pas. Voilà, taxe de port sur les GAFAM, oui, subvention massive d'Airbus pour finir de la mettre bien profond à ces gros ports de Yankees. Alors pareil, Airbus, ce qui est compliqué, c'est qu'on s'est construit avec plein d'autres pays. Mais enfin, je sais pas trop comment ça fonctionne, Airbus, mais j'imagine que Kuzmanovic ou autre. En fait, pourquoi je parle de lui? Parce qu'on parle beaucoup de souverainisme, de souveraineté dans cette vidéo, hein, avec la Russie, etc. Et c'est le candidat souverainiste qui porte vraiment ces questions, non pas comme un axe central de son débat, mais comme, en fait, si, voilà, c'est l'axe central de son débat, c'est la base de tout le reste, en fait, c'est la valeur cardinale. Et c'est le sujet qu'il met sur la table quand il discourt, et c'est le sujet qui lui importe, et c'est ce sur quoi il se différencie des autres. Donc c'est pour ça qu'en termes à chaque fois qu'on parle de ça, c'est important. Après, le PCF, effectivement, le Parti communiste aussi a ses trucs au centre de la table. Et, euh, et après, mais il axe moins son discours là-dessus. Le PCF, c'est la valeur cardinale, c'est quand même les conditions sociales, etc. Les conditions sociales sont une valeur importante, mais pas la valeur cardinale et le souverainisme intervient après. Alors que pour en fait, ça s'appelle République souveraine, son parti, c'est d'abord le souverainisme et l'axe social est très important aussi, mais c'est à côté. Voilà ce que je vous dis. Pourquoi on parle beaucoup de Kuzmanovic. Si vous voulez vous renseigner un peu sur toutes ces histoires de trucs. Après, il n'a pas parlé de nationaliser des entreprises autres, mais j'imagine qu'il a quand même ça en tête, hein, le garçon. Tant mieux si les Russes nationalisent toutes les entreprises qui se barrent. Ils seront plus souverains et moins de devises qui fuitent vers l'étranger. Toutes ces sanctions qui vont renforcer la Russie au final. Voilà, ben c'est ça. Et c'est un peu le discours de cette vidéo. Je dis pas que c'est bien, c'est mal. Je dis que pour l'économie russe et pour le peuple russe, c'est peut-être bien. Après, je ne, bien sûr, valide pas enfin je sais que pour les Ukrainiens c'est terrible, etc., mais d'ailleurs il y a un autre côté. Enfin, je suis désolé moi, mais les immigrés ukrainiens qui arrivent et on voit que c'est des Ukrainiens du sud, si vous voyez ce que je veux dire, enfin mais ça, au début ça m'a fait marrer. Enfin, je veux dire, on est vraiment des merdes, mais là ça commence à me dire mais on est vraiment pire que des merdes, on est des paillassons. Mais putain, bon bref. Depuis le temps que j'explique que le communisme, ça consiste pas à détruire McDonald's pour favoriser les petits restos, mais bien à nationaliser McDonald's. Oui, dans l'idée, oui, parce que bah, petit resto, c'est des indépendants. Bah, après, ça dépend du niveau de communisme, tu vois. Oui, le communisme, normalement, c'est il n'y a pas de, y a pas de, enfin, y a pas de profit particulier, quoi. C'est tout est commun, et donc, bah, dans une entreprise où tout est, dans un truc où tout est commun, tu veux pas lancer ta propre entreprise. Après, moi, j'ai l'impression que le juste milieu serait les grosses entreprises sont nationalisées parce que les grosses entreprises, on sait que c'est avec ça qu'il y a le bordel, qu'il y a des milliardaires. Par contre, la personne du commun qui veut lancer son truc et qui veut voilà devenir millionnaire, c'est pas non plus hyper grave au niveau économique, je crois. C'est une répartition peut-être un peu inégale, mais pour moi qui est logique. Le gars qui devient millionnaire parce qu'il arrive à monter un premier resto, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, et voilà, il gère bien, et son fils hérite, etc. C'est bien. Enfin, pour moi, c'est un modèle de société louable. Tu veux t'émanciper, etc. Et tu vis très bien, et oui, et tu peux même vivre sans travailler avec tes possessions. Mais le truc de posséder 200 restos, enfin voilà, tout ça, non, à partir d'un moment, pour moi, oui, ça doit échapper au truc, ça doit être nationalisé. Donc voilà, si vous voulez connaître un peu ma position sur le sujet, qu'on ne demande pas et qui est forcément pas très réfléchie, pas très intelligente, mais moi, j'ai l'impression que c'est le juste milieu. Les gros trucs, c'est ce qui fout le bordel, c'est ce qui fait que les riches deviennent incroyables, et les autres, voilà. Après, à voir au cas par cas, hein. Mais oui, pour tout ce qui est souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique, souveraineté pharmaceutique, etc., déjà le débat doit exister, quoi. Moi j'ai une question. Pourquoi il s'emmerde à changer de nom? Genre Poutine sera convoqué au tribunal de New York pour atteinte au droit à la propriété intellectuelle.
Nationaliser les McDo, mais ils garderont le nom, pas le goût. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, putain. Ça peut être meilleur comme ça peut être pire. Qu'est-ce qu'on s'en branle. Si tous les McDo de Russie deviennent comme tous les autres snacks locaux, pas sûr que ça marche autant que les McDo normaux. Oui, alors c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Après, ce qu'ils peuvent, tu sais, c'est pas parce que c'est nationalisé que tu peux pas mettre en place une stratégie et dire bon voilà, on se différentialise comme ça. Ça peut être meilleur dans le sens où McDo déjà s'adapte à ce que chaque pays échange la recette en fonction des populations et de leurs tendances gustatives. Et heureusement qu'ils le font. Donc ouais, ça peut carrément être mieux pour un russe avec ses goûts. Mais vous avez déjà passé à McDo ici, tout est fourni par McDo. La sauce, la viande, le pain, etc. Vous m'expliquez comment vous faites tenir le Bliat Donald sans approvisionnement avec les mêmes produits. Bah, ça dépend. Ouais, les chaînes d'approvisionnement. Après, il faut voir où les chaînes d'approvisionnement sont. Oui, pour la sauce, etc., c'est compliqué. Oui, comment tu fais la sauce? Après, tu peux faire des sauces un peu différentes. Pour la viande, pour la viande, le pain, bah, des buns, ça se fabrique assez facilement. Je pense que maintenant, on a la recette. Hein. Et la viande, bah, vu qu'ils sont souverains sur le truc, ils n'ont pas besoin de l'importer du Brésil ou autre. Nous non plus. Hein. Je sais pas d'ailleurs pourquoi on en importe, mais. Voilà. Ça va juste être une copie éco-plus de McDo. Il n'y a aucune norme d'hygiène dans ce pays du tiers-monde. Même les clopes sont composés à 20% de sciure de bois. Tu crois que c'est Walter White dans son labo caché qui s'occupe des compositions chimiques des hamburgers, nous dit-on. Le goût des fast-food est complètement artificiel et saturé, d'où les addictions à la junk food. Après, une population libérée de son addiction à la junk food, c'est pas forcément pire qu'une population qui a sa liberté de consommer, mais qui est qui développe des problèmes d'obésité, de cardio, enfin de cardiopathie ou je sais pas quoi. Non, désolé, mais les sauces McDo ainsi que leurs pains sont impossibles à refaire. Bah, après, il y a plein d'autres restaurants qui ont des pains sympathiques. Hein. Est-ce que le pain de McDo est absolument incroyable, insurmontable? Leur sauce, c'est vrai que ça donne un petit plus, mais putain. Enfin, je sais pas, moi, je fais partie des gens. J'ai mangé quand au McDo la dernière fois? Ça devait être en 2016. Ah non, peut-être une fois, on revenait avec mes parents d'un voyage en famille et il y avait plus rien d'ouvert. On allait prendre un McDo et encore, je suis même pas sûr. Je crois que justement, c'était ça en 2016. Qu'est-ce qu'on s'en tape, putain? Un moment, un peu de stoïcisme, bande de sous-merde, et un peu de reprise en main de vos rythmes de vie. Enfin bref. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles que c'est conçu en abo et ça. Et oui, les shields, c'est ce qu'on dit depuis le début. Tous les investissements sont déjà faits, les circuits déjà en place, les compétences déjà là. C'est pas parce que la maison mère dit gna gna, je boycotte que tout s'effondre. C'est juste un cadeau à des centaines de millions aux Russes. Les oligarques qui finiront encore plus riches qu'avant les fameuses sanctions. Les seules sanctions, elles sont sur les groupes européens et français qui dépendent beaucoup du marché russe. Voilà, et oui, c'est nos entreprises. Et parmi nos entreprises, il n'y a pas que les milliardaires qui vont en souffrir. Effectivement, quand Renault ferme, Leroy Merlin, tout ça, il n'y a pas que les milliardaires, il y a des employés aussi, donc c'est eux qui trinquent. Donc il n'y a pas que les riches, etc. On se fait baiser aussi par ce placement de pion. Donc bien sûr que Poutine, dans ce cas-là, est un ennemi des intérêts européens et français, mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Enfin, il faut voir les choses comme ça, mais il faut se dire pourquoi est-ce que un aperçu, enfin je regarde Poutine avec ses yeux plutôt neutres ou autres, c'est parce que il place ses intérêts de la Russie et il a réussi son coup là où nous on n'a pas réussi. Et voilà, et peut-être qu'il prépare une population résiliente. Voilà, bah c'est terminé pour cette vidéo. 1h10, dis donc, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo de plus d'une heure. Non, je déconne, ça faisait quelques. On avait fait récemment. Mais bref, allez, bonne semaine l'élite. Je sais pas qui verra cette vidéo. J'ai envie de l'envoyer peut-être à Victor Ferry, puisque j'en parle de lui un moment, ça peut l'intéresser. Mais bref, en tout cas, je vous souhaite une. Mais faudrait que je mette le repère temporel, parce que personne peut regarder. Ah, bah si, quoique en x2, ça fait quoi, 35 minutes la vidéo, c'est pas mal. Allez, mais bonne fin de semaine ou autre, l'élite, et puis je vous souhaite une bonne journée aussi. On se retrouve demain, normalement, pour un autre sujet. C'est drôle quand même, après avoir traité le fond des chiottes Will Smith, on traite quand même d'un sujet. Plus respectable, on va dire. Donc, je suis assez content. C'est vrai, quoi. On donne un coup à droite, un coup à gauche. Et puis, est-ce que demain, parce que là, du coup, sujet sérieux, est-ce que demain on va sur du McKinsey, on va sur du Rothschild? Je sais pas. Possible. Ou peut-être un peu plus tard. Hein. Mais bref, il y a beaucoup à parler en ce moment de sujets importants. L'actualité est comme ça. Allez, je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur pour aujourd'hui. On se retrouve à demain. Session de boxe. Bon, il n'y en a pas cette semaine, il pleut vachement, hein, mais session de boxe ce samedi, normalement, il fera assez beau ce samedi, ou en tout cas pas pluvieux. Allez, à plus, élite, à bientôt.